Bonjour et bienvenue parmi nous. Pour les anciens, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes Parole aux jeunes, une émission panafricaine dont le but est de réveiller la conscience et le génie qui sommeille en vous. Compte tenu de notre précédente vidéo intitulée L'école arnaque du siècle, nous avions donc trouvé bon aujourd'hui de vous amener un invité très spécial. Il s'agit de M. Jean-Claude Tshinga, je prononce très bien, excusez-moi monsieur, professeur de l'université en informatique, titulaire d'un master en stratégie commerciale et licencié en informatique de gestion, certifié aussi en sécurité informatique. Monsieur Jean-Claude, bonjour. Bonjour Étienne. Nous allons vous poser quelques questions compte tenu de notre précédente émission. Ces questions seront importantes et vraiment précises pour la suite de notre émission et pour la bonne compréhension des jeunes qui nous regardent et aussi des autorités qui vont nous regarder. Monsieur Jean-Claude, nous allons commencer par la première question qui est sans doute je dirais la plus importante parmi les 6 autres, vu que nous avons une série de 7 questions. La première question est celle de savoir quel est le rôle que peut jouer le gouvernement dans l'amélioration de l'éducation de nos jours en Afrique. Merci Étienne. Je vais mentionner d'abord que le gouvernement joue un rôle très principal dans le cadre de l'éducation. Dans notre pays, ou peu importe le pays, l'éducation ne peut pas évoluer sans pourtant que l'acteur principal soit l'État. Et quel est le rôle maintenant que l'État fait? Il joue quel rôle? Lui, c'est créer et ouvrir les écoles. J'ai bien mentionné créer et ouvrir, parce que nous pouvons créer une école sans pourtant l'ouvrir. Donc, sous-entend que les écoles ne sont pas suffisamment créées dans notre continent? Exact. Pourquoi? Parce que quand on a des bourses étrangères, cela revient à dire qu'on n'a pas assez des écoles. Voilà pourquoi j'ai dit que nous devons créer des écoles et ouvrir ces écoles. C'est le rôle qui relève de l'État, donc du gouvernement entre griffes. Et le gouvernement est vaste, en particulier les ministères des enseignements. C'est leur rôle. Et qu'entendez-vous par ouvrir une école? Voilà, créer signifie quoi? Mettre en place un dossier administratif. Ouvrir, c'est quand on voit le bâtiment de l'école. Donc je peux avoir un document ou le dossier qui atteste que j'ai une école, mais je n'ai pas un bâtiment. Donc ouvrir ne serait pas, pour moi en tout cas, vous aurez le temps de me corriger, oui, l'implémentation des filières dans l'université. Moi, c'est comme ça que j'entendais peut-être ouvrir l'école. Très bien. Ouvrir une école signifie mettre en place une école, qu'on voit le bâtiment qui existe. Mais non seulement le bâtiment, des filières dans cette école. Compte tenu de notre programme de la fois passée, où on parlait beaucoup plus du manque de personnel dans nos écoles, où l'enseignement n'était forcément pas la meilleure, où les écoles étaient sélectives. Est-ce que dans ce sens aussi, le gouvernement a quelque chose à faire pour équiper un peu nos écoles en Afrique pour que les jeunes ne puissent plus sortir pour aller ailleurs? Très bien. Étienne, on doit mentionner qu'aucun individu ne peut avoir plus d'argent que l'État. C'est-à-dire, si l'État n'a pas assez de moyens pour ouvrir des écoles, quel est cet individu qui peut le faire? Mais on a des confessions tout simplement privées qui ouvrent les écoles ailleurs, qui fonctionnent très bien. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas un individu. Donc si on voit une école privée qui fonctionne plus qu'une école publique, par là on voit la négligence du gouvernement. Parce que cet individu ne peut pas avoir plus de moyens qu'un État, que tout un gouvernement. Donc vous estimez que le gouvernement ne fait pas le travail qu'il devrait faire? C'est le gouvernement qui devrait normalement ouvrir des grandes écoles et former des gens pour enseigner dans ces écoles. Affecter des ressources pour que l'école fonctionne. Exact. Parce que quand je parle d'un bâtiment, on n'a pas besoin d'une salle non équipée. On a besoin du matériel. Et je ne vous coupe pas la parole, mais c'est ce qui fait aujourd'hui le problème de nos écoles. On a des bâtiments, mais au fond, l'encadrement n'est pas la meilleure. Voilà, c'est même ça. On peut avoir des beaux bâtiments, mais si le bâtiment n'est pas équipé, tu imagines un peu les enfants feront comment pour fréquenter?
Ok, le gouvernement nous écoutera certainement et prendra attache de ce que certainement on devrait être amené à dire. On va passer dans la deuxième question qui est: quelle est la meilleure stratégie à mettre en place pour une bonne formation de nos jours? Très bien. Pour une bonne formation, quelle stratégie mettre en place? On peut avoir des beaux bâtiments, mais quelle formation, quelle stratégie? Je donne l'exemple simple. C'est une parenthèse. En Afrique, nous avons coutume d'avoir des stades. Après des Jeux africains, des Jeux olympiques, peu importe, nous avons des stades. Mais après ces événements, on fait quoi de ces stades? Généralement, ils sont délaissés. Voilà, donc un investissement perdu. Mais quelle stratégie mettre en place dans le cadre éducatif? Quelle stratégie? Nous avons des bâtiments, mais on doit aussi former des personnes qui vont enseigner. Mais quelle matière? Pas n'importe quelle matière. Équiper nos universités pour des cours d'histoire géo. Et cours d'histoire géo, c'est pas l'histoire géo de notre continent africain. On apprend la Deuxième Guerre mondiale. Vous imaginez? Donc la stratégie, c'est mettre en place des formations d'actualité. Oui, aujourd'hui, quand on parle de formation, bien évidemment, on se rend compte que nous sommes bourrés de diverses matières. Au final, on ne peut pas dire qu'ils ne servent à rien, mais qui ne valent pas grand-chose compte tenu des réalités de l'Afrique. D'où la question était: quelle est la meilleure stratégie à mettre sur pied? Parce que, bien entendu, l'Afrique, on veut une Afrique émergente, on veut une Afrique avec des ingénieurs. Jadis un penseur a dit: on ne peut pas développer un pays sans ingénieurs. Mais alors, comment est-ce qu'on peut équiper, ou bien quelle est la méthode la plus appropriée pour équiper nos universités à être à même de mieux former nos ingénieurs? Merci Étienne. Je vais donner l'exemple d'un pays que j'aime bien, l'Égypte. Quelle stratégie les Égyptiens ont mis en place? Il y a eu une époque où ils appelaient des ingénieurs américains. Donc les ingénieurs qui ont quitté USA, donc les États-Unis, qui sont arrivés en Égypte. Et ils ont évalué un budget. S'il faut envoyer par exemple 500 étudiants aux États-Unis pour se faire former et rentrer dans le pays, ou déplacer 5 ingénieurs américains, donc quitter les États-Unis, venir en Égypte, on va plus dépenser à quel niveau? Le gouvernement égyptien s'est dit non, mieux vaut sélectionner 500 bonnes têtes bien formées qui vont rester chez nous, en Égypte. On déplace 5 ingénieurs américains. Pour venir former sur place. Venir former sur place. Et à leur tour, les 500 vont faire quoi? Vont aussi former ceux qui sont sur place. Mais nous, les Africains, qu'est-ce que nous faisons? Nous envoyons les étudiants à l'étranger. Imaginez un peu, on envoie par exemple 500 personnes, mais pensez-vous que les 500 vont entrer? Non. Quand on parle, nous les Africains, l'Égypte aussi, c'est... Mais c'est là où eux, ils évoluent, l'Afrique du Nord. Parce que l'Afrique est vaste. L'Afrique du Nord, ils évoluent parce qu'ils ont compris que nous devons déplacer ces personnes chez nous. Dans le cadre, certainement, cette question va être ricochet d'une autre question, mais dans le cadre où on parle d'aujourd'hui de la compétence et non du diplôme, est-ce que la formation doit s'agencer comment? Voilà. Et quand ils déplacent, par exemple, ces Américains, ils n'ont pas besoin du diplôme. C'est la compétence. Mais quand on envoie nos étudiants ailleurs, l'étudiant va d'abord avec quelle pensée? Le diplôme. On peut avoir un diplôme. Je peux connaître un enseignant, un professeur de l'université, il me délivre un diplôme sans faire la formation. Mais suis-je compétent pour ce diplôme? Donc pour développer la stratégie, c'est mettre en place les écoles, le matériel et les enseignants compétents pour une bonne formation. Les enseignants compétents, même s'il faille qu'on parte chercher ailleurs dans un premier temps. Donc même si en local nous n'avons pas assez des enseignants compétents, on peut déplacer un Français pour venir ici. C'est très important. On va gagner dans le cadre d'effectifs. Si on déplace par exemple un Français, on peut remplir l'amphi 1600. Vous imaginez un peu? Oui. Mais vous envoyez 1600 étudiants, peut-être 1000 vont fuir.
Parce que très souvent on dit que l'éducation en Afrique, surtout en Afrique francophone, est tout un désastre, qu'on ne comprend plus ce qui ne va pas. Parce que vous parlez tout à l'heure de l'Égypte qui est une Afrique, l'Afrique du Nord, qu'on peut qualifier de l'Afrique blanche, ou l'éducation au Maroc, en Égypte, qui est quand même un peu là. On parlera du pays comme le Ghana. Mais pourquoi, à un moment donné, l'Afrique francophone n'arrive toujours pas à trouver, comment dirais-je, une meilleure formule pour pouvoir agencer cette stratégie-là afin qu'on ne puisse plus être dépendant des têtes d'ailleurs? Voilà. Étienne, vous allez m'aider que je lise un extrait de l'ancien président français Jacques Chirac. Allez-y. Allez-y, nous sommes là pour ça. Voilà. Regardez ce que l'ancien président Jacques Chirac dit. Rapidement, je vais rechercher. Prenez votre temps. Nous sommes là pour une clairvoyance totale. Voilà, merci. Jacques Chirac, il dit: nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Saigné l'Afrique. Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. C'est un extrait seulement que je vais lire. Oui. Durant sa présidence, qui a duré 12 ans, Jacques Chirac a défendu l'Afrique contre vent et marée. Même à la retraite, il a dénoncé ceux qui ont saigné ce continent pendant des siècles, y compris son propre pays. Malgré les critiques sur le clientélisme de la France-Afrique et son soutien au régime corrompu, Jacques Chirac garde une image plutôt positive auprès des Africains. Je saute. Il dit: j'aime l'Afrique, ses territoires, ses peuples et ses cultures. Je mesure ses besoins, je comprends ses aspirations. Ainsi s'exprimait Jacques Chirac devant les représentants de 48 États africains réunis au sommet franco-africain en février 2007. Je vais sauter. Il dit qu'on rende aux Africains ce qu'on leur a pris. Tout le temps de sa présidence, Jacques Chirac s'est fait l'avocat de l'Afrique, dont les immenses ressources naturelles attisent bien des convoitises. Même parti à la retraite, l'ancien chef de l'État n'a pas rompu le contact avec le continent, bien le contraire. Je saute. J'atterris vers la partie qui m'intéresse. La partie qui m'intéresse, il dit: nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi, commença-t-il. Ensuite, nous avons pillé ses matières premières. Après, on a dit ils, entre parenthèses, les Africains, ne sont bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit leur culture et maintenant, quand il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau grâce aux bourses. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état bruyant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons. Voilà l'ancien président Jacques Chirac. Certainement, nous avions, Monsieur Claudier, écouté votre discours, le discours de Jacques Chirac en 2007, avec brio. Nous allons y revenir dans une édition bien cadrée pour ça. Voilà. Mais on retient quand même le pillage des têtes. Très bien. Par les bourses. Donc ça veut dire que la stratégie des bourses en Afrique doit s'arrêter. Très bien. Voilà pourquoi j'ai souligné l'Égypte au début. Qu'on doit déplacer ces personnes ici. L'Afrique, c'est la base. Donc bien évidemment, si les têtes quittent de l'Afrique pour aller se former ailleurs, il est très semblablement vrai que sur 100 têtes parties, seuls peut-être 10 reviendront. Et les 90 resteront là-bas. Resteront pourquoi? Parce qu'en Afrique d'abord, les gens vivent mal. Quand ils arrivent en Europe, en Amérique, en Asie, ils voient comment, surtout en Asie, comment les Chinois ont construit. Mais quand tu le vois dans son pays, là-bas au village, même manger, c'était une prière. Il est obligé de rester. Mais si on déplaçait ces personnes vers l'Afrique, vers nos pays, ces personnes devaient nous enseigner. On ne pouvait pas convoiter l'Europe. Bien évidemment qu'on gagnera en compétences, on gagnera en cerveau et on aura plus d'ingénieurs capables de pouvoir développer le pays et surtout, les infrastructures seront construites pour accueillir les formateurs. Très bien. Monsieur Jean-Claude, merci pour cette clairvoyance dans cette question. Nous allons aller tout droit dans la troisième question parce qu'on a une série de 7 questions. La troisième question est la suivante. L'école aujourd'hui, comment la définissez-vous? Arnaque ou pas? Voilà.
Déjà, l'arnaque, si je peux être dans le contexte de votre question, signifie vol, Oui. frauduleux, voilà. Je peux dire que c'est un sujet de dissertation, mais je vais me baser dans les deux concepts. Allez-y. D'un côté, l'école d'abord est considérée comme un moyen pour se cultiver, pour nous donner une éducation de base. La première éducation que nous recevons est l'éducation des parents. La deuxième, quand on intègre le milieu scolaire. La dernière éducation, c'est pour des religieux. Je pense bien, on se comprend. On se comprend. Ceux qui vont à l'église, c'est aussi une éducation que nous recevons. Évidemment. Donc, l'école peut être considérée comme un moyen seulement d'éducation. Je répète, juste un moyen d'éducation. Comment se comporter dans la société, comment faire à ce que tu sois ensemble avec quelqu'un qui n'est pas de la même peau, la même race que toi. Donc, Et à quel... allez-y, allez-y. Oui. À quel moment on peut considérer maintenant l'école comme l'arnaque? Dans le sens où, s'il faut revenir sur ces bourses d'études, nous partons par exemple aux États-Unis pour étudier plutôt, on fait quoi? On pique notre cerveau. On nous fait comprendre que pour être meilleur, il faut aller en France. On nous fait comprendre que pour réussir dans la vie, il faut étudier. Il faut avoir un diplôme de master. Mais recherchez, allez sur Internet. Les plus riches au monde ne sont pas des gens qui ont des diplômes que vous avez. C'est d'ailleurs dans ce sens où je vous posais la question, est-ce que l'école est l'arnaque ou pas? Parce qu'aujourd'hui, Oui. bien entendu, on a beaucoup de diplômés, mais qui sont au chômage. Très bien. Étienne, aux États-Unis, ce sont des bacheliers qui ont des grandes entreprises. Et dans ces grandes entreprises, ceux qui ont du master, les doctorants, les docteurs, les professeurs viennent travailler dans une entreprise d'un bachelier. Donc par là, on comprend. Je prends Bill Gates que j'apprécie beaucoup. Bill Gates a quel diplôme universitaire? Si moi aujourd'hui je peux dire que j'ai un master en informatique, donc Bill Gates, je vais lui accorder quel diplôme? Vu qu'on ressent que c'est le père Donc, je l'Empire. n'ai pas un diplôme, mais on voit que Bill Gates a fait 2 ans à l'université. Mais tu vas lui accorder quel diplôme? Si même ses professeurs étudient ce que Bill Gates a fait, on ne crée pas. Donc lui, il a quel diplôme? Donc aujourd'hui, dans le contexte, je dirais, africain, pour vous, compte tenu de votre développement, l'école reste une arnaque. Exact. Qui nous vend des rêves. L'école, c'est une imagination. En Afrique de l'Ouest, en particulier au Sénégal, il y a eu un temps où même les parents voyaient l'enfant dès le bas âge. Ils voyaient que bon, cet enfant, l'école, déjà non. On fait quoi? On oriente l'enfant vers le commerce. Et on voit, non, l'enfant peut faire des études. Monsieur Jean-Claude, continue pour les études. Si vous êtes ministre de l'enseignement supérieur aujourd'hui, quelle est la plus grande réforme que vous mettrez en place pour pouvoir adapter l'école que les Africains ont besoin pour développer leur pays? Est-ce que vous pouvez nous sortir de l'arnaque de l'école d'aujourd'hui? Voilà, moi, par exemple, comme ministre de l'enseignement supérieur, un jour, je vais développer une possibilité dans quel sens? Que nous ayons des écoles, formation par compétences. C'est-à-dire, je m'explique, avant de se lancer dans une formation, on vous définit les compétences que vous devrez acquérir pour cette formation. Mais on se tente de voir quelqu'un qui fait par exemple le cycle licence en informatique, qui ne sait pas même que l'informatique c'est déjà son métier. Je pense qu'on se comprend. On se comprend. C'est après sa licence qu'il cherche encore une formation professionnelle. Mais licence en informatique de gestion, c'est un métier. C'est déjà un moyen d'acquérir une compétence. Voilà la chose qu'on devrait définir. Donc une formation, on définit les débouchés de cette formation. Que dans cette formation, vous devez être capable de faire. D'acquérir une compétence. D'acquérir telle compétence, telle connaissance, c'est très important. Et être spécialiste dans son domaine. Être spécialiste, c'est la chose qui manque en Afrique. Au point où même celui qui a un master ne sait pas vraiment quel métier il fait. Quelqu'un qui est à Bayardel, par exemple, il fait histoire géo, il est en master, mais il ne sait pas qui sera qui. Donc nous devons mettre en place l'approche par compétence. Nous devons mettre en place des formations par compétence. La formation, pour être compétent pour une formation, la durée n'est pas nécessaire.
Même pour une semaine, tu peux être compétent plus qu'un ingénieur. Évidemment, vu Voilà. que la compétence, par sa définition, te donne accès à un métier directement. Directement. Au lieu de partir chercher des longs diplômes qui, au final, tu devras encore faire dans des entreprises des années avant d'acquérir une compétence vers une personne même d'ailleurs qui n'a peut-être pas le diplôme que tu as. Ok, en tout cas, vos questions, vos réponses sont tellement claires qu'on va certainement revenir dans une édition prochainement. Mais la question, la suivante est: quel type de formation doit-on rechercher aujourd'hui pour un futur universitaire qui nous regarde? C'est-à-dire celui qui vient d'avoir son bac, quelle est la formation qui peut avoir accès rapidement, qui peut l'amener à pouvoir être indépendant rapidement? Merci Étienne. Les formations du 21e siècle. Étienne, avant de développer cela, je vais essayer un peu de booster votre réflexion. Vous imaginez ici, par exemple, nous qui sommes en Afrique, nous avons des séries. Des séries au lycée. Oui. Et pour avoir accès à l'université, il y a des séries qui ont des limites. Surtout ceux qui font lettres. On dit quand tu as un bac littéraire, tu ne peux pas faire telle chose. Quand tu as un bac littéraire, tu ne peux pas faire telle chose. Mais pour éviter que nous ayons des bacheliers sans expérience, sans qualification universitaire, nous devons mettre en place une possibilité de cette question orientation. Donc depuis le lycée déjà, on commence à t'orienter. Depuis le lycée, nous devons normalement orienter les enfants. En Europe, en Amérique, depuis même l'école primaire, les enfants sont orientés. Mais ici, l'enfant qui est en terminale ne sait pas après le bac, il fera quoi. Nous devons mettre en place une possibilité d'orientation. Même un site d'orientation, peu importe. Et pourquoi orienter? Parce que nous avons des métiers qui vont mourir peut-être dans 10 ans. Pourquoi prendre un métier qui va mourir dans 10 ans? Ou tu serais bientôt obsolète. Voilà. Si même pour ceux qui sont les nouvelles techniques, ceux qui font en programmation, il y a des langages de programmation qui meurent quand il faut résoudre un métier. Je prends aussi toujours en soulignant ceux qui quittent ici pour aller en Russie. Il y a des collègues qui ont fait des formations au Congo, même 15 ans après, cette formation ne sera pas utile. Mais pourquoi faire une telle formation? Parce que ces personnes ne sont pas bien orientées. Donc nous devons mettre en place un système d'orientation. Mais pour des métiers que nous avons besoin, ce sont des métiers d'innovation, de créativité plutôt, de nouvelles technologies, de la communication. Voilà des métiers du 21e siècle que nous avons besoin aujourd'hui. Monsieur Claude, jusque-là, nous ne sommes pas encore là. Pour celui-là ou celle-là qui nous suit actuellement, oui, et qui vient d'avoir son bac, qui réfléchit à comment faire pour pouvoir accéder à l'université et surtout quelle est la formation qu'il doit choisir. Enlevons nos différentes séries. Quelle est la formation aujourd'hui qui à coup sûr te garantit un emploi? Très bien. C'est là où j'ai dit aujourd'hui, nous avons besoin de formations de créativité, d'innovation, de communication, des nouvelles technologies. L'emploi aujourd'hui est numérique. L'emploi aujourd'hui est sur le domaine numérique. Donc vous voulez dire par là que... les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc peu importe la série, on est capable, on a toujours la force de faire. Donc les nouvelles technologies pour l'Afrique devraient être un nouvel Eldorado. Exact. Au point où on a inséré les nouvelles technologies dans l'éducation. Ça montre que les nouvelles technologies aujourd'hui sont au centre de toutes les formations. Je vais vous prendre un cas de figure. Oui. Le gouvernement congolais, par exemple, a mis sur pied depuis déjà quelques années un programme pour faciliter l'accès aux nouvelles technologies. Mais jusque-là, on ne ressent pas cette force-là, on ne ressent pas cet engouement à la jeunesse de s'enfouir vers la nouvelle technologie. Hier encore, c'était pour vite avoir de l'argent, il fallait rapidement aller faire être ingénieur en pétrochimie et ainsi de suite. Qu'est-ce qui peut motiver
un jeune aujourd'hui à se lancer dans de nouvelles technologies? Parce que nous sommes convaincus que c'est l'avenir de demain. Très bien. Quand on se base sur les nouvelles technologies, on doit avoir aussi l'idée de l'entrepreneuriat. Ah, surtout ça. Le fameux mot sort enfin, l'entrepreneuriat. Voilà. Pourquoi je dis on doit avoir l'idée d'être entrepreneur? Parce que déjà, nouvelles technologies, c'est le centre de l'entrepreneuriat. Tu peux vivre sans être dans une entreprise. Bien évidemment. Mais quand on fait histoire géo, forcément on doit dépendre des services des autres. C'est là où j'ai dit les nouvelles technologies sont au centre. Mais là aussi, ce concept, je dois éclaircir. Quand on parle de nouvelles technologies de l'information et de la communication, nous avons 3 concepts à l'intérieur. L'informatique, la communication et l'Internet. Évidemment. Voilà. Donc pour un bachelier qui va avoir son bac tout à l'heure là, il pourra choisir parmi ces 3 là. Parmi ces 3. Et l'informatique est vaste. L'informatique n'est pas le traitement de texte que les gens font Word, Excel. Non, l'informatique est très vaste, que peut-être plus tard on peut développer. Bien évidemment. Voilà. La communication aussi est très vaste, l'Internet est très vaste. Voilà les métiers de nouvelles technologies de l'information et de la communication. J'espère que le message est en train de passer pour tous ceux qui nous regardent. Les nouvelles technologies aujourd'hui sont la ruée vers l'or. Voilà. Où tout le monde doit s'enfoncer pour essayer de sortir la tête dans l'eau. Ok. Monsieur Claude, cette question ressemble certainement à celle déjà répondue. Doit-on forcément faire l'université pour prétendre une formation? Non. Développer? Pas forcément. Pourquoi? Je prends le cas de notre beau pays, le Congo. Nous avons plusieurs ministères. Nous avons le ministère de l'enseignement donc préscolaire, primaire, secondaire. Nous avons le ministère de l'enseignement technique et professionnel. Un peu plus, on nous dit la formation qualifiante et de l'emploi. C'est même ce terme que j'aime, la formation qualifiante. Pourquoi une formation qualifiante? Mais on peut avoir une formation qualifiante sans passer par l'université. Et dans ces formations qualifiantes, on voit quel type de formation. On peut avoir un diplôme de qualification professionnelle comme électricien, vendeur en pharmacie. Là, on revient à la compétence. On revient à la compétence, pas forcément l'université. Donc, on peut avoir une bonne formation sans pourtant aller à l'université. On va directement agencer avec la suivante qui très simplement est liée avec celle-ci. Pour celui-là qui n'a pas été à l'école, oui. Pour celui-là qui a peut-être manqué les bancs par plusieurs raisons, oui. Pour celui-là qui est au marché mais qui espère avoir un métier noble, comment est-ce qu'il peut faire pour se former? Est-ce qu'il est automatiquement disqualifié pour une formation professionnelle? Je ne sais pas. Comment est-ce que ceux-là, qu'on prétend aujourd'hui être à la marge de la société, on peut les ramener? Je prends bien évidemment de nombreux taximans qui rêvent d'une formation. Je prends nos mamans qui sont au marché, nos jeunes mamans qui sont au marché, qui veulent une formation. Je prends également les jeunes filles qui ont eu des grossesses précoces, qui doivent être formées. Je parle évidemment des phénomènes qu'on voit jaillir dans nos pays, les ninjas, les koulouna et tout ça, qui veulent une formation. Comment est-ce que on peut les amener, eux, à venir se faire former pour qu'ensemble, on puisse amener notre Afrique et notre pays très haut? Très bien. La formation est placée pour tout le monde. Je m'explique. Que tu sois passé par le col ou non, les ministères sont là pour prendre même ceux qui n'ont jamais mis pied sur le banc de l'école. Il y a le ministère de l'enseignement technique qui a un projet d'appui, d'accompagnement des personnes qui n'ont jamais été à l'école. Et ils ont des formations de base. Je soutiens par ce que Victor Hugo disait, que ouvrir une école, c'est fermer une prison. Mais si on ne met pas en place des écoles pour ces personnes qui n'ont jamais été allées sur le banc de l'école, nous aurons des bébés noirs tels que vous avez mentionné, n'est-ce pas? Évidemment. Donc, peu importe le niveau, il y a des formations pour ces personnes. Et le ministère de l'enseignement technique, formation pour ces personnes. En coiffure, en couture, c'est une formation, mais qui est trop qualifiante, trop professionnelle. Mais Monsieur Claude, oui. Aujourd'hui,
le gouvernement, bien évidemment, a mis des solutions en place pour accompagner ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'être sur le banc. Mais on a un déphasage total. On a l'impression que les concernés ne sont pas touchés directement ou l'information ne circule pas. Quel est le problème? Pourquoi, malgré toutes les mesures prises par nos gouvernements, on arrive toujours à affluer sur nos sols des éléments, je peux dire, qualifiés de nuisibles, qui n'ont pas accès à l'éducation et à la formation? Le blocage vient de quel niveau? Est-ce que l'information ne circule pas ou malgré la formation, ils n'arrivent pas à migrer vers une clairvoyance d'esprit? Bon, tout ce que je peux répondre, c'est que le ministère sensibilise la population. Ça, je suis sûr, parce que je vois tout le temps ce programme, ce projet du ministère de l'enseignement technique. Et ils affichent même des banderoles au niveau de nos communes. Mais on doit se poser la question. Le Congolais ou l'Africain en général n'a pas la culture, n'a pas cette culture de lire. On peut voir, on peut dire ça, c'est quoi encore? Et ils ont, ça passe à la télé, la radio. Mais lesquels ont l'habitude de suivre nos chaînes locales? On va juste écouter que là-bas, il y a une formation qui est lancée. Je vous rassure que la formation est lancée pour ces personnes. Et soit ce sont des personnes qui ne veulent pas s'impliquer. Eh bien, j'imagine que tous ceux qui nous écoutent présentement, vous devrez certainement vous diriger vers les communes pour prendre plus d'informations. Et au niveau des communes, c'est quand on affiche. Oui. Parce qu'ils savent que, par exemple, l'arrondissement numéro 1, les gens ont tendance d'aller là-bas. Numéro 2, c'est là où ils affichent. Mais l'information passe aussi à la télévision, à la radio. Et c'est gratuit. Monsieur Claude, oui, c'est gratuit. Nous sommes dans un contexte africain où la grande majorité de ceux qui prétendent chercher une formation n'ont certainement pas un petit écran chez eux. Alors pour ceux-là, comment, et peut-être qu'ils ne savent pas lire, mais qui veulent une formation, comment est-ce qu'on va les atteindre? Bon, là-bas, on sera obligé de faire ce qu'on entend par de bouche à oreille. On demande même, tu as appris cette information par quel moyen? De bouche à oreille. Nous qui lisons, nous qui maîtrisons l'écriture, on doit aussi aider ces personnes. Jeune, tu fais quoi? Non, je ne fais rien. Va dans tel endroit, va te faire enregistrer, tu vas suivre une formation. Voilà tout ce que je peux dire. Le gouvernement essaie de faire de son mieux, mais la responsabilité revient aussi aux citoyens. Donc chacun doit prendre sa quote-part dans la construction de l'édifice national. Exact. En tout cas, merci pour la clairvoyance. Et nous allons chuter, bien évidemment, par cette question. Pensez-vous qu'on doit quitter des diplômes conventionnels vers des certifications? Si oui, comment préparer les entreprises à cette migration? En Afrique ou en général? Prenons d'abord dans le cadre africain. Voilà, le cas de l'Afrique, ça serait difficile. Et même en Europe, c'est difficile. Pourquoi? Parce que les diplômes conventionnels sont toujours là et ça ne peut pas nous échapper. Mais pourquoi mettre en place un certificat? Ou pourquoi faire une certification? C'est pour montrer que je suis compétent dans ce domaine. Mais je peux avoir une formation de base. Par exemple, une licence en économie d'entreprise. Mais je ferai le certificat dans quel domaine? Ou si je peux rester dans le contexte de l'économie. Ceux qui ont fait économie savent dans quoi je peux me certifier. Je prends le cas de l'informatique. J'ai par exemple un master comme administrateur base de données. Je me certifie, donc je suis certifié Oracle. Donc je fais une certification en Oracle. Je fais une certification en Java, un langage de programmation. Évidemment. Voilà. Mais j'ai d'abord un diplôme de base, un master comme administrateur base de données. Mais est-ce que je gère tous les systèmes de gestion de base de données? Non. Je me certifie en Oracle Database. Est-ce que, parce que ce problème revient très souvent, oui. Même lorsque certains jeunes très diplômés arrivent dans des entreprises, trouvent déjà des cadres qui sont là, qui n'ont pas eu les diplômes que ce jeune vient d'avoir,
il y a conflit entre les deux. Raison pour laquelle ma question est de savoir, est-ce qu'on doit quitter des diplômes conventionnels pour rentrer dans les certificats, ou mieux encore, pour pouvoir mettre les deux dans un même pied d'égalité? Ça veut dire celui qui a son certificat doit pouvoir avoir du travail par son certificat. Dans l'entreprise aujourd'hui, si tu viens avec ton certificat, très peu d'entreprises acceptent les certificats. Ils veulent que tu sortes d'une école renommée pour pouvoir être recruté. Or, nous parlons là de la compétence et non du diplôme. Là, on semble être en contradiction. Très bien. Le certificat dépend de quel niveau d'études. On ne peut pas se certifier ou obtenir un certificat Cisco avec un niveau bac. Il y a d'abord un diplôme initial. Suppose avec un BTS, tu fais ton test. Une licence, tu fais ton test. Mais il y a des certificats de l'enseignement technique. Certificat d'aptitude professionnelle. Certificat de qualification professionnelle. Certificat de fin de formation. Mais pourquoi les entreprises ont besoin de diplômes comme licence master? L'entreprise a ses raisons. Et nous aussi qui cherchons l'emploi, nous devons maîtriser ce qu'on entend par les techniques de recherche d'emploi. Imaginez un peu, on dit par exemple, tel emploi, le diplôme initial, bac. Mais la personne qui veut l'emploi, le travail, met son diplôme de licence. À l'ambassade des États-Unis, on cherchait le diplôme initial CEP. Mais il y a des gens qui ont de master qui ont postulé. Mais on a juste besoin d'un certificat de l'école primaire et avoir l'expérience, je ne sais pas, comme agent de sécurité. Mais les gens intelligents ont préféré mettre master en tout. Non! Donc, en Afrique, on a aussi un problème sur les techniques de recherche d'emploi. Nous avons toujours des curriculums vitae standards, des CV standards. Donc, les certificats seront toujours importants, aussi longtemps que les critères sur l'offre mentionnent avoir un certificat. Et vous avez mentionné, pour ne pas trop prendre la parole, sur les doyens qui sont dans la structure, qui tantôt étouffent les gens qui viennent. Mais pourquoi étouffer? Parce qu'on n'a pas respecté certains principes sur les critères de l'emploi. Donc quand on dit, pour postuler à avoir le bac, mentionne sur ton CV baccalauréat telle année, compétences liées à ce poste. D'autres diplômes, mets d'abord de côté. Une fois dans la boîte, on connaîtra qui est Etienne. Mais nous, ce n'est pas le cas. On donne déjà donc toutes les compétences sont mentionnées. On doit toujours postuler en fonction des critères. Si les recommandations sont là par rapport à un certificat, postulez pour un certificat. Voilà ce que je peux répondre. Merci. Donc les certificats resteront toujours et les diplômes. Merci d'avoir répondu à nos questions de manière claire. J'espère que nos nombreux téléspectateurs vont comprendre avec une clairvoyance aussi claire que sur le plateau. Et dans la mesure où il y a encore certaines zones de flou, n'hésitez pas surtout à mettre en commentaire. Nous allons y revenir. Et de nombreuses préoccupations ont été soulevées sur le plateau de l'entrepreneuriat, par exemple, que nous devions passer à l'entrepreneuriat, qui fera d'ailleurs ce sujet d'une nouvelle édition. On va y revenir très vite sur ça. Merci d'avoir été sur le plateau avec nous. Monsieur Claude, en quelques mots, qui êtes-vous? Est-ce que vous aviez... Présentez-vous. Est-ce que vous avez une formation? Comment est-ce que vous pouvez vous orienter la jeunesse si vous avez quelque chose à faire aujourd'hui? Merci Etienne. Je me présente rapidement. Je suis Jean-Claude Tizinga. Je n'ai pas trop cité tous les diplômes. Tel que j'ai mentionné, le diplôme n'est rien, mais c'est la formation. Donc en gros, j'ai fait stratégie commerciale. Je suis informaticien, j'enseigne. Mais qu'est-ce que je peux apporter à la jeunesse, nous qui sommes des jeunes? Et qu'est-ce que je peux apporter aussi au gouvernement, nos gouvernements africains? Je commence par la responsabilité de l'État, c'est de mettre en place des moyens nécessaires pour que nous étudions.
c'est sa responsabilité. Donc, moyens matériels, moyens financiers, tous les moyens nécessaires relèvent à l'État. Et nous, maintenant, Africains, que devrions-nous faire? Nous devons nous baser dans la compétence. Il y a même des apprenants qui ont besoin de diplômes. On voit quand on organise les examens d'État, les examens universitaires, les apprenants préfèrent quoi? Tricher. Ils peuvent avoir 15, 18 sur 20, mais la compétence, rien. Donc, je conseillerais aux jeunes de s'appuyer sur l'approche par compétence. Je fais histoire géo, quelles sont les compétences que je dois? Je vise quoi comme compétence, comme connaissance dans cette formation, dans cette vie de carrière? Je fais économie, qu'est-ce que je dois être? Je dois être qui? Voilà tout ce que je peux dire pour la jeunesse. Donc, n'accusons pas seulement le gouvernement. Il y a pas mal de pays africains qui ont des universités terribles, mais ces Africains ne veulent pas étudier. Voilà. Donc, on peut aussi avoir des bâtiments, mais la population ne veut pas étudier. Ces bâtiments feront quoi? Donc, les responsabilités sont partagées. L'État a sa responsabilité, la population a sa responsabilité. Répondu à nos questions, merci de la clairvoyance que vous allez apporter. Je rappelle que vous êtes professeur d'université et certifié de master en management, licencié en informatique de gestion et certifié en sécurité informatique. Merci d'avoir été avec nous.